Bon, c'est une vaste question parce qu'effectivement ça recouvre des aspects très différents. Moi j'aurais tendance personnellement comme méthode à se demander qu'est-ce qui est vraiment nouveau et qu'est-ce qui est la reproduction sous des formes différentes de mécanismes qui sont déjà anciens. Alors je pense qu'il y a deux grands axes. C'est un, tout ce qui est accroissement de la productivité dans les logiques de production, c'est-à-dire l'automatisation, la robotisation, voire l'intelligence artificielle qui se substitue à des emplois réputés plutôt de services. Et puis d'un autre côté, il y a l'économie, ce qu'on appelle l'économie de plateforme, c'est-à-dire le fait de mettre en contact des intervenants, des non-salariés, des auto-entrepreneurs qui vont court-circuiter toute une série de réseaux, de secteurs qui fonctionnaient autrement avant, quoi. Je pense que c'est les deux grands axes de cette transformation numérique. On met sous un même chapeau des transformations qui ont le même fondement, à savoir une transformation, une invention, une innovation technologique, informationnelle, etc., mais qui va avoir des points d'application tout à fait différents. Par exemple, prenons un exemple, les GAFA, on met sous le même chapeau des choses qui, d'une certaine manière, ont quelque chose à voir parce qu'elles sont portées par cette révolution numérique, par les innovations informatiques, mais en même temps qui n'ont pas le même modèle économique. Bon, par exemple, on met Apple. Apple, sa base, disons, d'activité, c'est de fabriquer des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, etc. Donc c'est principalement une entité qui a des spécificités, notamment l'espèce d'accaparement de sa clientèle, le fait qu'elle profite des chaînes de valeur internationales en produisant à travers le monde, à cheval sur plusieurs pays, mais fondamentalement elle produit des biens physiques, des marchandises, etc. Amazon, d'une certaine manière, c'est encore un autre modèle, c'est-à-dire à la limite, en jouant les vieux jeux, c'est le magazine de la Redoute modernisé. C'est-à-dire, Microsoft, c'est encore autre chose. C'est une espèce de monopole sur des logiciels, mais qui produit un bien qui est d'une certaine manière virtuel, enfin, qui est informationnel, si on peut dire comme ça, mais qui est une marchandise défendue par le droit de propriété, etc. Bon. Et le dernier, Facebook, c'est encore autre chose. C'est un modèle et Google qui offrent des services, mais qui sont gratuits et qui sont payés par la publicité au départ, fondamentalement. Bon. Donc on a des choses qui sont assez différentes, finalement, comme modèle, et on met ça. Effectivement, c'est lié au développement d'Internet, mais d'une certaine manière, le modèle économique n'est pas le même. Tout à fait classique, de gens qui vont trimballer, stocker et déplacer des marchandises dans d'énormes ateliers et dans des conditions de travail vraiment plus 19e siècle que 21e. Bon, donc, mais en même temps, l'autre phénomène qui se combine avec ça, c'est qu'ils ont des capitalisations boursières absolument délirantes. Et sur la base de ces capitalisations boursières, qui sont pas forcément durables éternellement, mais en même temps, ils construisent un ensemble économique qui va au-delà de leur modèle initial. C'est-à-dire que par exemple Amazon va acheter des réseaux de distribution en fait, Google va investir dans des domaines comme la Google Car, etc., etc. Donc cette puissance un peu virtuelle finalement, parce que la capitalisation boursière c'est relativement virtuel, va leur permettre ensuite d'investir sur des domaines qui sont
périphériques à leur modèle économique initial. Et c'est pour ça que enfin, je veux dire, du point de vue de la méthode, moi j'ai tendance à dire, commençons par refuser l'idée que c'est complètement nouveau, avant de se faire prendre, disons, les grands discours, tout change, il faut s'adapter, etc., qui ont une vertu un peu de... comment dire... La question de fond, hein, c'est qu'il y a des transformations numériques, innovations technologiques, etc., qui sont présentées de telle sorte comme portant avec elles le modèle social donc, auquel il faut s'adapter. C'est ça le point tout à fait essentiel. Hein, c'est-à-dire, il y a la technologie, et donc, il faut vous y adapter, et ça va changer votre vie. En tant que consommateur, vous allez avoir d'énormes avantages, et en tant que travailleur, il va falloir vous y faire. Non, je crois que le point de départ de toutes ces études qui montrent qu'on va supprimer la moitié des emplois est important parce qu'ils fondent un double discours, même du côté des alternatives, ils fondent un discours sur la fin du travail, et donc c'est le revenu universel, on abandonne au fond l'idée d'un retour au plein emploi. On abandonne le droit à l'emploi et on le remplace par un droit au revenu. Bon, et donc, ça, à mon avis, ça affaiblit complètement les positions. Et du côté, disons, du manche, ça permet de faire peser l'ombre, la menace de transformation et de se justifier au nom d'une interprétation comme si c'était une évidence, pas une catastrophe, mais une loi de la technologie. Il y a beaucoup de discours où on entend il faut s'adapter, les mutations, etc. Oui, ces études sont largement bidons parce que méthodiquement, elles sont très discutables. La méthode consiste à distinguer, à découper au niveau le plus fin possible des postes. Ensuite, on demande à des experts, mais qu'est-ce qu'ils en savent de plus que ceux qui font l'étude, de dire ça, cette activité-là, elle est automatisable, etc. Et ensuite, comme ils ne peuvent pas traiter tous les postes, ils extrapolent à l'ensemble de l'économie ce qu'ils ont trouvé sur un certain nombre de postes relativement réduits. Or, je veux dire, c'est un truc qui est faux, et c'est pour ça que l'étude de l'OCDE sur le même champ qui était sur l'automobile arrive, au lieu d'arriver à 50% d'emplois potentiellement automatisables, arrive seulement à 9%, hein, ce qui est quand même beaucoup moins, surtout sur 20 ans. Bon, c'est-à-dire c'est à peu près le même rythme qui existe déjà actuellement en termes de gains de productivité. Donc c'est pas un changement qualitatif. Et la différence vient de la différence entre poste et tâche. C'est-à-dire que l'automatisation, la robotisation suppose aussi une réorganisation de l'emploi et crée éventuellement de nouveaux emplois qui ne sont pas forcément qui accompagnent, quoi. C'est-à-dire le robot il doit être contrôlé, il doit être alimenté en pièces quand il s'agit de production matérielle, etc. Et toutes les études qui sont sur ce qui se passe actuellement aujourd'hui montrent qu'en gros, il n'y a pas de réduction d'emplois. En revanche, il y a une transformation dans la structure de ces emplois. Et c'est ça qui est, assez inquiétant, c'est que la robotisation, disons, pour prendre ce point-là, tend à accentuer un phénomène qui existe déjà, à polariser l'emploi entre des emplois, disons, qualifiés, avec un niveau de compétence, etc., plutôt presque d'ingénieurs, quoi, et puis des emplois d'exécutants qui sont dévalorisés par rapport à la maîtrise du processus de production, quoi.
Et donc c'est une vraie tendance, quoi. Et donc les réponses ne sont pas immédiates, mais les réponses sont autour de deux choses. C'est-à-dire que c'est le contrôle. Bon, l'axe central, au fond, ça devrait être aussi l'idée de réduction du temps de travail. Et pour ça, la CGT a repris ce thème à juste titre, parce que d'une certaine manière, le raisonnement idiot qu'on pourrait faire si l'économie était une chose simple, c'est de dire les robots font notre boulot, tant pis, super, pas tant pis, mais super, on travaille moins, ils font le boulot à notre place. C'est la logique rationnelle. Alors on va dire c'est simpliste, l'économie est beaucoup plus compliquée que ça, mais si on regarde finalement, c'est ce qui s'est passé historiquement. On travaille moins qu'il y a un siècle parce que les méthodes de production ont permis d'économiser du travail et de passer notre temps à autre chose. Donc ce truc-là, cette logique-là devrait être présente. Bon, et évidemment, comme il y a concurrence, le capitalisme c'est un truc de concurrence entre les entreprises, entre les pays, entre les branches, etc. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on va utiliser cette potentialité-là. Et puis il y a un phénomène qui est beaucoup plus compliqué, qui est le contrôle sur l'organisation du travail, afin disons de développer, mais ça c'est un peu, je veux dire, c'est un peu hypothétique, c'est de développer des formes de polyvalence qui contrebalancent cette tendance à la polarisation qu'on trouve un peu partout, quoi. Bon, dans l'économie de plateforme, d'une certaine manière, ce sont potentiellement des services publics ou des services communaux et qui pourraient tout à fait être organisés de cette manière-là et qui pourraient être accompagnés d'un statut correct pour les personnes qui sont prestataires de services dans ce cadre-là. Et donc ça, là je pense qu'on n'est plus au Moyen-Âge, enfin on n'est plus dans l'Ancien Régime, et je pense, et apparemment, enfin je veux dire, ce truc-là va se développer de manière très régressive, comme il le fait actuellement, mais ça va assez rapidement se heurter à la volonté d'organiser, au refus. Il y a déjà beaucoup de luttes qui se mettent. Enfin, on pourrait citer des exemples. Et puis, même, y compris des luttes au niveau juridique, quoi. C'est-à-dire de dire que quelqu'un qui travaille toute la journée pour une plateforme, il est salarié de cette plateforme de fait, quoi. Il faut reconnaître ce statut de salarié. Donc, après, on peut imaginer des statuts intermédiaires, mais qui soient et notamment qui soient assortis de droits sociaux à la maladie, aux accidents, à la retraite, etc. Peut-être qu'on est arrivé à saturation des mécanismes de mondialisation. Effectivement, statistiquement, depuis la crise, en gros, avant, le commerce mondial augmentait 2 fois plus vite que le PIB mondial. Aujourd'hui, il augmente autant, c'est-à-dire pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que non, il faut être nuancé. C'est-à-dire, les chaînes de valeur globale, c'est-à-dire le fait de s'organiser à cheval sur plusieurs pays pour produire une même marchandise, ça sature un peu, ça ne se redéveloppe pas. Et donc, il y a un élément de stabilisation de ces aspects-là. L'autre élément, c'est le rattrapage qui a lieu en termes, y compris de coûts salariaux, dans des pays comme la Chine, quoi. Ce rattrapage, il y a une progression des salaires en Chine qui est tout à fait considérable. Le même phénomène se retrouve en Europe, dans les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, style la Slovaquie, où il y a eu un déplacement des capitaux,
principalement allemands, mais avec une progression des salaires qui manifeste un rattrapage. Alors, il reste très inférieur, mais il y a ce processus qui permet de penser que les choses ne sont pas figées, quoi. En même temps, alors là c'est un autre débat, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'analyses qui ne comprennent pas le fait que ces chaînes de valeur sont structurées et qu'on ne peut pas les défaire instantanément. Et que pour ça, d'une certaine manière, le protectionnisme est une bêtise, au sens où ils pensent encore qu'on échange des produits d'un pays contre un autre. Alors que ces pays sont fabriqués à cheval, quoi. Y compris par exemple Trump favorise certains secteurs de son industrie parce qu'il va protéger, il va mettre des taxes sur les importations, l'acier ou l'aluminium, comme il l'a annoncé, mais en même temps, ce type de protectionnisme n'a aucun sens par rapport à la Chine en général, parce qu'une grande partie des exportations chinoises sont produites par des capitaux en partie américains, donc on n'y comprend plus rien. Et beaucoup de secteurs, disons, industriels américains ne sont pas du tout protectionnistes, parce que, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Par exemple, Apple, est-ce qu'on va mettre des taxes sur les Apple fabriqués dans la phase finale de fabrication se trouve en Chine? Il y a un côté absurde, et on mesure mal disons, l'inertie de ce genre de mécanisme sur les structures productives. Donc l'aspect positif, c'est que plus les différentiels se réduisent, plus on va dans le sens d'une d'un prolétaire de tous les pays, unissez-vous, qui ait plus de bases matérielles et de possibilités. Alors, c'est un peu utopique de dire ça, etc. Mais l'autre question qu'on peut se poser, et on pouvait se poser, disons, du côté des altermondialistes, avec les délocalisations de l'emploi. Bon, finalement, alors je vais me faire l'avocat du diable, mais la mondialisation a permis de créer des emplois dans les pays émergents, probablement plus qu'elle n'en a détruit dans les pays dominants. Hein, dans des conditions qui font penser à l'Angleterre du XIXe siècle, hein, de surexploitation, etc. Mais d'une certaine manière, la question qu'on peut se poser, enfin qu'on pouvait se poser en tout cas, c'était finalement, est-ce que c'est pas une forme de répartition, de distribution des richesses, et est-ce qu'au lieu de se préoccuper de cet effet-là qui est au fond en France et en Europe pas si important que ça, se préoccuper d'une réduction du temps de travail qui permette de créer des emplois d'une autre manière qu'en fermant les frontières, en réduisant les mouvements de capitaux. Dans le point de départ, ça pourrait être ce qu'on appelle le paradoxe dans la littérature, le paradoxe de Solow. Les économistes aiment bien donner des noms à leurs supposées trouvailles. Donc, c'est un prix Nobel qui, en 1987, hein, donc ça fait déjà 30 ans, avait eu cette formule qui a été beaucoup reprise. C'est on voit les nouvelles technologies partout, sauf dans les statistiques de productivité. Hein, et donc c'est une question qui n'est pas récente, hein, qui est née il y a très longtemps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement il y a une diffusion des nouvelles technologies qui sont encore plus avancées aujourd'hui qu'à l'époque où il énonçait ce paradoxe, mais qu'elles ne se traduisent pas par des gains de productivité calculés à l'échelle macroéconomique. Hein, les gains de productivité, c'est la quantité de biens et de services qu'on produit en moyenne en 1 heure de travail. Donc cette quantité-là augmente, mais elle augmente de manière très ralentie depuis à peu près le milieu des années 80, au moment où Solow énonçait son paradoxe. Alors, il faut revenir déjà sur ce point, et en plus, ensuite, essayer d'expliquer pourquoi c'est
paradoxal, quelles explications donner, et ensuite effectivement se demander comment on passe de ce constat global au constat que peuvent faire tous les salariés, où il y a une intensification du travail, etc., où ils font plus de boulot dans le même temps de manière évidente. Alors sur le premier point, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans la compréhension, y compris de l'histoire du capitalisme depuis le milieu des années 80, depuis le tournant, ce qu'on a appelé le tournant néolibéral. C'est-à-dire que les gains de productivité, pour des raisons qui sont compliquées à expliquer, se sont mis à ralentir à ce moment-là. Et les gains de productivité, c'est ce qui permet de faire du profit. C'est un des éléments de la dynamique essentielle du capitalisme. La force du capitalisme, au fond, c'est d'avoir réussi à faire qu'en 1 heure de travail, on produise plus de biens et de services. Après, la question de comment c'est réparti est une autre question, mais il y a cette force dynamique. Cette force dynamique, elle s'est épuisée. Il y a environ une trentaine d'années, il y a eu un ralentissement continu de ces gains de productivité. Statistiquement, on peut le montrer facilement. Et d'une certaine manière, malgré ça, le capitalisme, disons des vieux pays capitalistes, États-Unis, Europe, Japon, ont réussi à rétablir le taux de profit après la crise du milieu des années 80, et l'ont fait de mauvaise manière, c'est-à-dire en baissant les salaires, en baissant la part des salaires. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Et puis, et puis ça s'est accompagné de financiarisation, du développement de l'endettement. La mondialisation a permis de trouver des gains de productivité ailleurs que dans les vieux pays capitalistes. Bref, mais tout ça formait pas une cohérence durable et s'est effondré au moment de la crise qui s'est ouverte il y a une dizaine d'années. Il y a un autre élément, si on regarde les statistiques, qui est que d'une certaine manière, pendant la montée de ce qu'on appelait les pays émergents, on voyait, il y a un institut aux Pays-Bas qui fait, enfin il y en a d'autres, mais celui-là, il fait des calculs très synthétiques. Il montre que les gains de productivité, en somme, d'une certaine manière, s'étaient déplacés dans les pays émergents. Et notamment en Chine, mais pas seulement. Et donc, le capitalisme étant travaillant en chaînes, ce qu'on appelle les chaînes de Global Value Chains, travaillant à cheval sur plusieurs pays, d'une certaine manière, la productivité était dégagée dans les pays émergents. Et ce qui est nouveau depuis une petite dizaine d'années, c'est que ce retournement des gains de productivité se retrouve y compris dans les pays émergents, y compris même en Chine et surtout dans les autres pays émergents tels que Brésil, Russie, etc. Donc on est dans une phase qui est plutôt celle-là de stagnation séculaire dont on nous dit qu'on va sortir, mais pour l'instant on n'en sort pas. Moi, dans ma boîte, je vois qu'on produit beaucoup plus en moins de temps, ou qu'il faut moins de gens, moins de personnes, moins d'activités humaines pour produire autant, alors qu'on nous dit que les gains de productivité ralentissent, il y a une espèce d'incohérence, quoi. Et c'est une vraie question. J'avais travaillé là-dessus il y a une vingtaine d'années où je parlais d'évaporation de la productivité. On la voit on la voit à la base au niveau de l'atelier, si on veut dire, puis quand on remonte, on la voit plus dans les statistiques. C'est une vraie question. Et je pense que l'explication, elle tient aux formes d'organisation du capitalisme. C'est-à-dire, d'une part, quand on regarde la productivité dans le segment final de l'activité, on ne prend pas en compte ce que font les calculs plus globaux, on ne prend pas en compte le travail qui a été dépensé en amont. Alors, ce travail dépensé en amont, il est de plusieurs natures. C'est d'une part celui qui est dans les matières, dans les biens intermédiaires ou semi-finis importés. Alors, on ne compte pas le travail qui a été fait ailleurs.
Bon. Et donc, ce travail, il réapparaît parce qu'il est coûteux quand même en termes de coûts de production, mais il n'est pas dans le poste rémunération salariale. Et puis, il y a un autre phénomène qui est celui de la montée des services à l'intérieur et sous forme de sous-traitance, enfin sous forme externalisée, c'est-à-dire de fonctions qui ne sont pas directement des fonctions de production, qui sont les fonctions de conception, l'organisation du marketing, de la distribution, etc. Donc au niveau global, on mélange tous les secteurs, et donc on voit ce ralentissement des gains de productivité, et puis, mais il n'est pas incompatible avec l'intensification du travail. C'est-à-dire qu'en gros, d'une certaine manière, on peut dire cette intensification du travail, qui est porteuse de gains de productivité supplémentaires, on la voit vraiment dans tous les secteurs, quoi. Et effectivement, on peut penser que les nouvelles transformations technologiques, elles sont conçues pour augmenter les gains de productivité, donc réduire l'emploi ou augmenter la production avec un investissement, disons, humain identique. Voilà, c'est une vraie. On m'a souvent fait cette objection quand j'expliquais ce genre de choses, et c'est une question qui est difficile à poser. Mais ce qui compte pour le capitalisme dans son dynamisme général, c'est effectivement les gains de productivité qu'on mesure au niveau global, quoi. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une énorme accumulation de faux frais, et qui cherchait, le capitalisme n'existe pas en tant qu'entité, mais qu'en pratique, on cherchait à éliminer sur le travail humain le plus direct, quoi. Il me semble que c'est une forme de répondre à cette question. Et c'est un vrai mystère, parce que je pense que le point de vue des gens, ou même quand on fait des analyses d'une entreprise, on voit bien que la productivité augmente, ce point de vue-là est juste. Mais le point de vue macro, disons, c'est un élément d'analyse tout à fait important dans les difficultés actuelles du capitalisme, est vrai aussi. Et donc il y a un travail qui est peut-être insuffisamment mené de faire converger ces deux éléments. Oui, l'autre fait qui est caractéristique de cette période du capitalisme, c'est qu'il rétablit son taux de profit en baissant les salaires, pour simplifier, mais comme il n'investit pas tendanciellement à moyen terme plus, évidemment ça fluctue sur les phases de conjoncture, mais la part non investie de ce profit supplémentaire va aux dividendes, aux actionnaires, pour aller vite, quoi. Donc c'est en ça que c'est un capitalisme financiarisé. Et quand on veut interpréter ça, d'abord c'est une des sources d'explication des faibles gains de productivité, parce qu'en fait il n'y a pas tant d'investissement que ça en termes de recherche et de développement, etc. Et puis, fondamentalement, il y a probablement, c'est une théorie compliquée à bien formuler, c'est l'idée que les lieux d'investissement rentables se raréfient. C'est-à-dire que ce que veut produire le capitalisme, c'est-à-dire qu'ils se vendent avec des gains de productivité élevés, un élargissement continu des marchés, ça se trouve plus tellement. Et ce que la demande sociale se porte sur des choses qui intéressent moins le capitalisme, au fond. Et donc, l'incitation à investir en disant on va faire de la rentabilité, on va faire du profit, et donc on va faire ce qu'on a appelé dans le temps le Fordisme. On produit des voitures, on fait beaucoup de gains de productivité en produisant ces voitures, le marché s'élargit, les gens l'achètent, on peut augmenter leur salaire, tout ça boucle. Il n'y a plus l'équivalent aujourd'hui, quoi. Les besoins sociaux se tournent plutôt vers des choses qui ne sont pas vraiment rentables pour le capitalisme, ou alors qui seraient rentables si on privatisait. Donc tout ce qui fait partie des secteurs publics doit être privatisé pour élargir ce champ de
de rentabilisation potentielle. Il y a peut-être un principe de base qu'il faut rappeler là, qui est de l'orthodoxie marxiste totale, c'est que d'une certaine manière, la finance ne crée pas de richesse. C'est un moyen de la redistribuer. Donc les actifs financiers doivent être compris comme un droit de tirage sur la richesse qui a été créée. Et ces droits de tirage, tant qu'ils sont virtuels, c'est-à-dire comptables d'une certaine manière, ils peuvent monter jusqu'au ciel. Mais le jour où ils essaient de redescendre sur Terre et de se réaliser, alors ils ne peuvent pas être supérieurs à ce qu'il est possible disons de capter dans la valeur qui est produite. Et d'une certaine manière, les crises, au fond, c'est le rappel à l'ordre de cette loi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ces actifs financiers qui forment des bulles, donc qui se gonflent, et ben la bulle crève parce qu'elle n'a aucune correspondance avec ce qui est produit. Il serait intéressant de revenir vers le débat au moment de ce qu'on appelait la nette économie à la fin du siècle dernier. Et à ce moment, il y avait plein de livres qui paraissaient autour de 1999, où le titre était un chiffre du genre 36 000, 38 000. C'était le cours en bourse, le Standard & Poor's, je ne sais plus lequel. Mais en gros, l'idée, c'était de théoriser le fait que ces indices boursiers, donc, qui sont des indicateurs de la finance, pouvaient monter sans limite. Et que c'était la nouvelle économie qui avait d'autres lois, et que les ringards qui pensaient que ça ne pouvait pas marcher durablement avaient tort, quoi. Et en 2001-2002, il y a eu le krach de cette nette économie. Bon. D'une certaine manière, aujourd'hui, un des éléments qui plombe la période, disons, de crise, la période récente, c'est que pour assainir ces bulles n'ont pas été assainies complètement. C'est-à-dire, il en reste, et il y a une espèce de défense de la valeur virtuelle, disons, de ces actifs financiers, qui aurait dû être dégonflé pour repartir à zéro, quoi. C'est d'ailleurs une idée qu'on retrouve aussi dans cette idée d'entreprise zombie de l'OCDE, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont, des canards boiteux qui devraient disparaître, mais qui sont portés par un crédit trop facile. L'illusion que le numérique est énergie est libre, disons, et peu coûteux en énergie parce que c'est des services et c'est immatériel, etc., est une illusion très dangereuse, quoi. C'est-à-dire que la consommation d'énergie des réseaux, disons, Internet et surtout des serveurs est considérable, quoi. Il y a même une étude récente là, à propos des fameux blockchains qui montre que, vu que ça doit multiplier de manière, disons, exponentielle les connexions, c'est potentiellement une dépense d'énergie complètement monstrueuse et complètement décalée par rapport à l'utilité très discutable de ce genre de réseau. Donc, on est... Alors, moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'énorme contradiction entre disons, le fonctionnement du capitalisme en général et la possibilité de traiter cette question et, disons, de se verdir, quoi, puisqu'on a parlé de capitalisme vert. Bon, donc ça c'est un discours un peu général, mais plus précisément dans le cas européen, il y a une contradiction qui est quand même terrible et, désolante entre le fait de l'orthodoxie budgétaire. C'est-à-dire que potentiellement, en gros, dans les traités européens, c'est pas 3% de déficit qu'on doit faire, mais c'est 0 ou 0,5. Donc, de fait, on s'est mis dans un système
au niveau européen, où théoriquement, bon, parce que la pratique peut s'en écarter un peu, mais théoriquement, on ne peut plus avoir de déficit public pour financer des investissements publics. Or, la transition énergétique supposerait au contraire d'avoir ce type d'investissement, parce que justement ils ne sont pas rentables au sens du calcul économique marchand, disons privé. Les secteurs dans lesquels le capitalisme vert peut se développer sont étroits par rapport à l'ampleur des transformations qu'il faudrait mettre en œuvre, quoi. Et c'est peut-être ça, au fond, dans la critique du capitalisme aujourd'hui, c'est peut-être la question qui se surajoute à la question, disons, strictement sociale, quoi. La manière comment on vit, comment on satisfait les besoins des gens, c'est quelque chose qui devient au moins aussi important. Mais... c'est l'idée, je dis, c'est des services publics. Rien n'empêche une collectivité locale d'organiser une plateforme qui permette disons, de fluidifier un certain nombre de services, et que ces gens-là soient un statut de salarié, quoi. Et donc, le modèle social n'est pas contenu dans l'innovation, et même en plus on pourrait dire que, enfin ça c'est une espèce de vérité historique, les chemins de développement de l'innovation ne sont pas neutres, quoi, par rapport à l'utilisation possible, quoi. Par exemple, sur un autre domaine, le monopole de Microsoft a été conçu comme tel dès le départ. L'idée de fabriquer un monopole et d'éliminer ou de racheter, quand on ne pouvait pas les éliminer complètement, tout ce qui pouvait faire face à ce monopole. C'est un non-sens absolu. Et on pourrait tout à fait imaginer que Microsoft soit un commun, quoi. Enfin, Microsoft, les logiciels dont tout le monde se sert, bon. Et il y aurait des innovations qui iraient dans un sens, disons, plus coopératif, plutôt que de recréer constamment, parce que quand on observe toutes les innovations qui sont faites, c'est recréer le monopole. Et donc ce prix, enfin recréer une rente constamment, quoi. Et l'autre idée, c'est alors qui est développée surtout aux États-Unis, c'est l'idée qui est un peu connexe par rapport au numérique, qui passe pas forcément par le numérique, mais qui est l'idée de job guarantee, c'est-à-dire l'idée remettre les choses complètement à l'envers. Hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, fabriquons ex nihilo les emplois qui permettront de les employer, en les prenant tels qu'ils sont, etc. L'expérience des zones zéro chômeur en France, c'est absolument passionnant de ce point de vue comme méthode. Bon, et on pourrait très bien imaginer que le numérique trouve sa place dans la mise en contact entre les petites entreprises, les municipalités qui ont besoin. On pourrait tout à fait imaginer ça.